Bonjour, c'est François Langlais qui est notre invité pour parler de son dernier livre, Tout va basculer. Bonjour François Langlais. Bonjour à tous. Tout va basculer, on se rend bien compte que ça va pas être spécialement joyeux ni positif. Mais en même temps, parfois, il vaut mieux savoir. Au moins à court terme, parce que Oui. tout dépend de l'horizon qu'on considère. C'est Oui. vrai qu'on est à un moment de rupture et on la voit à la fois au plan économique, au plan politique, au plan géopolitique. Mais le pari que je fais, c'est que derrière cette période de basculement, on pourrait retrouver dans nos pays une longue période de croissance beaucoup plus stabilisée. Alors justement, c'est pas un livre, c'est pas des recettes de cuisine que vous donnez, c'est pas un livre comment épargner mieux, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est plutôt à la fois un livre d'histoire, parce qu'on va parfaire sa culture générale des 50 dernières années, et en même temps, c'est un livre sur l'évolution géopolitique du monde. Oui, l'idée centrale, au fond, c'est que nous terminons un grand cycle libéral qui a commencé à la fin des années 60 et qui se termine aujourd'hui. Comme toujours, d'ailleurs, les cycles libéraux se terminent avec des crises financières et des crises politiques, parce que s'ils apportent une certaine forme de prospérité durant un moment, ils finissent par créer aussi des déséquilibres à la fois politiques et financiers qui, justement, débouchent sur des crises. Et nous en sommes précisément là. Alors, votre livre rappelle aussi de manière, si pas directe, au moins indirecte, que le libéralisme et le capitalisme ne sont pas forcément des gros mots, mais que c'est parfois ce qu'on en fait aussi. Et on a fort dévoyé les idées de base. Tout à fait. C'est vrai que là aussi, c'est assez classique. Ça s'est déjà produit à plusieurs reprises dans l'histoire. Les cycles libéraux, ils naissent avec une aspiration à la liberté, qui est tout à fait noble. Et justement, on a vu ça avec l'arrivée des baby-boomers dans nos pays, dans les années 60. Il est interdit d'interdire. Hein. Exactement, c'était le slogan de toute une génération. Ils sont un peu retournés après. Hein. Et alors, ils en sont là, mais avant ça, ils l'ont transmis à l'économie, avec l'arrivée de Thatcher, de Reagan, et puis de toute la vague libérale qui a d'ailleurs parcouru le monde entier. Mais petit à petit, comme vous l'avez dit, le cycle libéral s'est dénaturé, caricaturé, transformé au profit d'une petite classe de rentiers, en particulier la finance. Et on a vu ça au tournant des années 2000, avec l'arrivée des premières bulles, et puis bien sûr 2009, la crise financière. Ce qui est marrant, c'est que ces bulles financières et cette espèce de libération à outrance de la finance, finalement, ce sont souvent des régimes plutôt à gauche, ou en tout cas moins à droite, qui les ont provoqués ou admis. En tout cas, c'est à peu près universel. C'est-à-dire que quand c'est le besoin de liberté qui prévaut, que les gouvernements soient à gauche ou à droite, qu'on soit en Amérique du Sud ou en Europe, justement, les gouvernants font tous la même chose. Il y a des espèces de modes idéologiques mondiales. Et alors, le besoin de liberté a porté les politiques économiques pendant 50 ans. Aujourd'hui, ça se retourne. C'est le besoin de protection qui va devenir structurant. Et on voit bien que ça commence d'ailleurs à transformer l'offre politique. On devrait le voir, je pense, au moment des élections européennes prochaines. Alors chez nous, en Belgique francophone en tout cas, on est une espèce d'exception culturelle puisqu'il n'y a pas de parti d'extrême droite organisé en tout cas et représentatif chez nous. Mais c'est vrai que partout en Europe, on le voit bien avec la montée des populismes, et vous le soulignez dans le livre aussi, les populismes montent et la courbe économique, elle dégringole et les deux se croisent toujours inévitablement. Oui, c'est vrai. Et puis si vous voulez, on observe toujours que justement à la fin de ces cycles libéraux, l'élite économique et politique promeut toujours le libéralisme parce qu'au fond, elle y a intérêt. Et alors que le besoin de protection se développe chez les électeurs, les partis traditionnels ne le satisfont pas. Et les seuls qui ouvrent en quelque sorte leur magasin de protection, c'est les populistes, parce qu'ils sentent ça, ils en font commerce, et du coup, ils attirent les votes des électeurs jusqu'à ce que, généralement, c'est ce qui s'est passé dans les années 30, les partis traditionnels changent de pied et offrent à leur tour, justement, des solutions protégeantes ou protectionnistes qui conviennent aux électeurs. Alors justement, on est à deux doigts là, des élections européennes. On sent bien que dans pas mal de pays, il y a eu avoir un enjeu. Il y a eu le Brexit avec tous les dérapages que ça a occasionné, parce que on est encore pas très avancé non plus dans le bleu total. Oui, c'est encore flou pour le Brexit. Il y a la montée de ces gens, c'est Erdogan en Turquie, c'est le régime chinois, bien que lui soit peut-être un petit peu à part dans l'affaire. C'est Poutine, c'est Trump, c'est Bolsonaro. Enfin, on a déjà un bel éventail de gens qui galvanisent sur les peurs. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que alors, les régimes qui étaient déjà autoritaires le sont devenus encore davantage. L'exemple de la Chine que vous citiez est tout à fait frappant. Mais c'est différent, et vous le faites remarquer aussi dans le livre. Ils ont connu quand même une évolution fabuleuse, parce que on a toujours dit quand la Chine s'éveillera, mais là, elle est quand même bien éveillée. C'est nous qui sommes peut-être un peu endormis. Mais c'est dans l'hyper-technologie qu'ils vont maintenant. C'est dans une surveillance hyper-technologique. C'est vrai que justement, quand on regarde l'exemple de la Chine, on voit bien que le cycle idéologique est mondial, parce que la Chine
Chine libéralise au même moment que Thatcher et Reagan arrivent. C'est-à-dire que la même année, 79, Thatcher est élu, Deng Xiaoping promeut ses réformes économiques, et la Chine devient de fait libérale, mais en Chine aussi, le mouvement s'inverse, et Xi Jinping reprend les fondamentaux du maoïsme, du culte de la personnalité, de la surveillance, de l'autoritarisme. Et ce qu'on voit dans les démocraties comme les nôtres s'observe, je dirais, encore plus dans les pays qui n'ont pas de démocratie et qui ont au contraire un régime presque dictatorial. C'est le droit de faire du business à condition de se taire. Bien sûr, parce que c'est séditieux de ne pas se taire, hein, et ça menace les fondamentaux du régime. Ils sont terrorisés par ce qui s'est passé il y a 30 ans en Union soviétique. C'est-à-dire qu'ils ont eu très peur de ça, de la chute du mur, de voir qu'en quelques jours, un régime peut s'effondrer, sans un mort d'ailleurs. Ouais. Hein, souvenez-vous, en 89, c'était incroyable. En quelques semaines, ouais, l'ensemble du bloc soviétique a basculé, justement à l'apogée du cycle libéral qui se termine aujourd'hui. Ouais. Ce sont des cycles qui font une dizaine d'années. Un peu plus, mais qui démarrent toujours, chez vous en tout cas, vous les marquez, même si c'est à 6 mois près, par une année qui se termine par 9. Oui, alors c'est un peu une astuce de présentation, mais c'est vrai que les années en 9... 2009 par exemple, c'est plutôt le printemps, enfin l'automne 2008, la bascule. Tout à fait, en fait, c'est une façon de scander un peu l'histoire de ce cycle libéral. C'est vrai que j'ai pris toutes les années en 9, et puis nous sommes dans une année en 9 qui, je pense, va marquer justement une transition. Et véritablement sonner la fin de ce cycle-là. Le cycle des baby-boomers, il dure à peu près autant que la vie active des baby-boomers, c'est-à-dire entre 20 ans et 70 ans. Hein. Donc ça fait 50 années, un demi-siècle en gros. Et celui qui se profile, il est porté par les générations d'après, qui n'ont pas du tout les mêmes aspirations. Le besoin de liberté ne les intéresse pas beaucoup, d'abord parce qu'ils l'ont, enfin au moins dans nos pays. Et du coup, c'est au contraire l'aspiration à la protection qui prévaut. Ouais, et avec un effet de balancier que vous rappelez donc entre ces différents cycles, et qui fait que on risque de s'éloigner dans les années qui viennent vers plus de besoins de protection et moins de besoins de liberté, donc de retourner vers quelque chose de plus refermé sur soi, avec la réapparition de frontières peut-être. Sans doute. En fait, chaque génération se détermine contre celle qui l'a précédée, quoi. Parce qu'elle voit les erreurs ou les travers du modèle précédent. Les baby-boomers s'étaient déterminés contre la recherche d'ordre qui avait suivi les guerres, et donc voulaient plus de liberté individuelle. Ceux qui les suivent, justement, voient un peu les désordres de la liberté et demandent plutôt de la protection. Et c'est vrai que cette protection, elle s'illustre notamment par le besoin de frontières, de ces limites qui définissent qui nous sommes, et qu'on a envie justement de rehausser par rapport à la période précédente où au contraire toute la génération libérale a passé son temps, et en Europe particulièrement avec le marché unique, à faire disparaître ou à essayer de faire disparaître les frontières nationales. Il y a beaucoup de déçus de la construction européenne, ceux qui pensent que c'est allé trop loin, ceux qui pensent que c'est pas allé assez loin. Il y a peu de gens au milieu apparemment, c'est un petit peu dommage. Vous dites que la chute du mur en 89, ça n'a fait qu'un seul mort, c'est Jacques Delors. C'était Jean-Pierre Chevènement qui disait ça, et il disait au fond, voilà, l'Europe était une construction d'inspiration américaine. Mais c'est un rêve magnifique, les États-Unis d'Europe, on a tous bouffé, quoi. C'est vrai, et c'est même d'ailleurs antérieur à nous, puisqu'il y avait déjà ce rêve entre les deux guerres, dans les années 20, et c'est une aspiration qui a un côté très noble, mais qui a eu aussi son côté un peu délirant dans la négation de la culture nationale, et puis une forme de bureaucratie de la Commission qui s'est heurtée justement à la résurgence du sentiment national. Et finalement, le sentiment national n'a rien de mauvais, au contraire, le sentiment nationaliste, c'est très différent. Hein, c'est là où justement on entre dans la caricature, dans les dangers. Mitterrand disait, vous savez, il y a 30 ans, le nationalisme, c'est la guerre. Ouais. Sans forcément imaginer qu'on puisse aller jusque-là, on voit bien que ça conduit quand même aux frictions croissantes entre les pays, et on l'observe même en Europe. Alors vous allez quand même jusqu'en 2029, on ne va quand même pas terminer sur une note complètement négative non plus, il faut garder un peu d'espoir. Comme c'est un balancier, a priori, on va peut-être avoir un mauvais moment à passer, mais ça va s'arranger. Je pense, quand on observe ces cycles
cycles précédents dans l'histoire, on voit que les crises sont toujours suivies d'une période de stabilité et de relative prospérité. Le dernier cycle qui ressemble à ce qui peut se profiler à partir de 2029, c'est les 30 Glorieuses. C'est-à-dire justement un monde relativement cloisonné, mais alors c'est vrai que pendant les 30 Glorieuses, il y avait aussi, au moins en Europe, toute l'activité liée à la reconstruction et au rattrapage, comme on disait, et qu'on peut imaginer que ces facteurs pèseront moins, joueront moins à partir de 2029, mais quand même, une fois qu'on aura probablement rétabli les fondamentaux politiques, trouvé un bon équilibre entre la nation et le supranational, et puis que les partis traditionnels auront entendu la demande populaire pour justement plus de protection, il est très probable qu'on réinvente à ce moment-là un modèle économique qui nous permettra d'avoir une croissance beaucoup plus stable et peut-être plus forte que celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a raté dans la construction européenne selon vous? On l'a étendue trop vite avant de la solidifier? Oui, sans aucun doute. Alors c'est vrai que Delors le disait lui-même, on n'a pas eu le choix. Parce que ces pays qui justement rompaient avec le communisme et la Russie étaient un peu comme des bouchons sur la mer, il fallait les arrimer. Et eux-mêmes étaient très désireux de rejoindre l'Europe. Donc l'Europe n'a pas eu le choix. Ils en ont quand même bien profité aussi, financièrement, ça les a bien aidés. Évidemment, profité financièrement. Et puis, peut-être encore davantage, avec l'ouverture des marchés. Avec le fait qu'on a délocalisé là-bas, en Slovaquie, en République tchèque, en Pologne. On a délocalisé à l'intérieur de l'Europe, en fait. Évidemment. Alors, c'était très bien pour eux, un peu moins pour nous. De ce point de vue, on a probablement été pas assez précautionneux. Le délire a culminé avec la directive des travailleurs détachés. Non pas telle qu'elle est, parce qu'elle a été amendée, mais telle qu'elle était initialement prévue, où on voyait les gens pouvoir travailler avec des conditions de salaire complètement hétérogènes au sein de l'Europe, donc créer une sorte de concurrence interne qui a été dévastatrice en termes social. C'est le plombier polonais et c'est le maçon roumain, quoi. Dans le temps, je veux dire, des vagues d'immigration, on en a connu en Europe, dans les années 30, dans les années 60, 70. On est tous quelque part des fils d'immigrés. Évidemment, mais les immigrés d'avant, ils travaillaient aux conditions du pays d'accueil. C'est-à-dire qu'il y avait des Portugais ou des Espagnols qui montaient en Europe du Nord. Ou juste un peu en dessous, quoi. Ou à peine. En tout cas, ça se jouait plutôt par les qualifications. C'est-à-dire qu'ils occupaient des métiers à faible qualification. Et que d'autres voulaient plus faire. Petit à petit, ils s'intégraient, la génération d'après faisait des études. C'est l'histoire éternelle. Et que les États-Unis ont connu encore plus que nous. Et là, finalement, en permettant aux gens de travailler aux conditions du pays de départ, on déstabilise complètement les marchés d'accueil. Et pour autant, évidemment, on empêche aussi l'intégration, puisque vous maintenez les étrangers dans des espèces de parcs artificiels où les conditions sociales sont dantesques. Et on vide les pays de départ aussi. De surcroît, vous les videz d'une élite. C'est particulièrement vrai en Europe du Sud aujourd'hui. Vous avez des pays comme la Grèce, où, évidemment, la Grèce est dans une situation économique catastrophique, mais l'Espagne aussi se dévitalise. C'est assez curieux d'ailleurs, parce que vous avez un double mouvement. Les jeunes qualifiés d'Europe du Sud montent dans l'Europe du Nord, parce que c'est là qu'il y a les boulots, et les vieux d'Europe du Nord partent dans l'Europe du Sud, parce que c'est là qu'il y a le soleil. Voilà, des paradoxes, il y en a plein dans l'histoire, et c'est 50 ans d'histoire, plus les 10 ans à venir, qu'on revisite dans le livre de François Langlais, donc merci. Merci à vous.